Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons traiter quelques questions du sujet MINEMP 2016 qui portait sur la détection des exoplanètes. On va s'intéresser notamment à des questions proches du cours et qui font appel à des démonstrations extrêmement importantes que vous devez maîtriser. Et donc c'est ce qui va se passer dans la partie 1.A et 1.B où on va étudier une planète finalement en orbite autour d'une étoile. On va ainsi revoir les notions de référentiel non galiléen, avec l'existence d'accélération d'entraînement, d'accélération de Coriolis. On va aussi être amené à calculer le champ de gravitation d'une planète, avec le théorème de Gauss pour la gravitation. Et il va y avoir aussi un petit peu une question sur le théorème d'équipartition. Donc c'est voilà, des questions proches du cours, mais qu'il faut reconnaître. C'est-à-dire qu'on ne nous dit pas appliquer le théorème d'équipartition, on nous pose une question et il faut comprendre que c'est ça qu'il faut faire, mais une fois qu'on l'a compris, la résolution est assez simple. Les sujets des mines, qui durent, par exemple celui-là durait 3 heures, sont constitués en général d'une trentaine de questions. Il y a des questions difficiles, hein, plus lointaines du cours, sur lesquelles il va falloir être capable d'analyser ce qu'on nous demande. Et puis il y a des questions très très proches du cours, et si déjà on est capable de traiter toutes les questions proches du cours dans le sujet des mines, on peut s'en sortir avec une note tout à fait acceptable, donc c'est le but ici. Et vous, en fait, quand vous faites votre épreuve, il faut réussir à gérer votre temps pour être capable d'avoir traité toutes ces questions, et puis après, aller chercher les questions plus difficiles. Donc, dans cette vidéo, on fera ça, et il y a une autre vidéo où on traitera la partie 2.B, où là c'est pareil, c'est de la thermodynamique très classique, et donc on en reparlera. Alors le principe de ce corrigé, c'est que je vais faire défiler le corrigé de l'épreuve, et puis je vais m'arrêter sur les passages vraiment importants. Il y a des passages sur lesquels j'irai plus vite, donc n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour avoir le temps de les analyser si vous voulez vous intéresser à cette question en particulier. Mais avant ça, on va lire un petit peu l'extrait du rapport de juriste, toujours quelque chose d'intéressant, puisque ce sont les gens qui corrigent l'épreuve qui vous donnent leur ressenti. On nous dit notamment que l'aspect numérique du sujet a été très mal traité, ça veut dire qu'il y avait pas mal d'applications numériques et il semblerait qu'elle n'ait pas été très réussie. C'est quelque chose à ne pas négliger tout au long de l'année, les applications numériques, parce que ça permet de donner du sens quand même à ce qu'on fait, d'avoir des ordres de grandeur. Donc il faut essayer de les faire et de les faire bien. De plus, le soin dans les figures et les schémas doit être important. Un bon schéma permet souvent de donner des bons arguments et de commencer une démonstration sur les bons rails. Si on ne prend pas le temps de bien s'approprier la situation initialement, c'est clair qu'on peut passer à côté de la question. Toute situation peut faire l'objet d'une schématisation qui simplifie la compréhension. Alors on nous dit bien entendu que l'orthographe n'est pas optionnelle, que les résultats doivent être soulignés ou encadrés, et que tout résultat numérique doit avoir une unité. Il n'est pas bon de commencer un calcul sans savoir où il va mener. En effet, il faut toujours bien préciser sa démarche, et il est donc conseillé au candidat de réfléchir rapidement sur un brouillon. Voilà, donc on nous dit aussi qu'il est important d'essayer de traiter le sujet par bloc complet, plutôt que d'essayer de grappiller des points, c'est apprécié. Alors après, c'est à vous de trouver un juste équilibre en réussissant quand même à traiter toutes les questions importantes. Donc dans la première question, on va chercher à redémontrer la troisième loi de Kepler, mais l'énoncé vous propose une approche un petit peu originale. Alors on peut le redémontrer de la manière classique, mais il n'est pas sûr qu'on aura l'intégralité des points, puisqu'ici l'énoncé veut nous guider sur autre chose, donc on va montrer ce que veut l'énoncé. On nous dit que la troisième loi de Kepler exprime l'équilibre entre l'attraction gravitationnelle, qui s'exerce donc sur la planète qui est en orbite autour de son étoile, et la force centrifuge que ressent la planète. Et on nous demande d'expliquer un petit peu cette phrase, et de préciser quels sont les deux référentiels à étudier. Eh bien, si on parle de force centrifuge, on sait que la force centrifuge, c'est un autre nom pour la force d'inertie d'entraînement, et que la force d'inertie d'entraînement, c'est quelque chose qui apparaît quand on travaille dans un référentiel non galiléen. Alors, quels sont les deux référentiels ici en présence? Eh bien, a priori, on pourrait imaginer un référentiel R ici, qui serait centré sur l'étoile, et qui pointerait vers d'autres étoiles tellement lointaines qu'elles pourraient être considérées comme fixes. Un référentiel R qui serait galiléen, et on pourrait attacher à la planète, qui tourne avec un angle θ, repéré par un angle θ, un autre référentiel, un référentiel planétocentrique que j'ai noté ici R', avec un repère de base ici qui est EREθ, et qui permet de décrire le mouvement de la planète. Et ce qui est intéressant, c'est que si on se place dans le référentiel R', alors je vous rappelle qu'un référentiel, c'est un ensemble d'observateurs qui sont immobiles les uns par rapport aux autres, alors imaginons plein d'observateurs ici dans le référentiel R', mais s'ils regardent la planète,
mais il ne la voit pas bouger, puisque dans le référentiel de la planète est immobile. Autrement dit, dans le référentiel R', la planète est en équilibre. C'est ça que veut dire l'énoncé. Donc, ça c'est ce qu'on dit, et on va écrire l'équilibre de la planète, c'est-à-dire la seconde loi de Newton, mais avec une accélération nulle, dans le référentiel R', et on va voir que ça va nous permettre de retrouver la troisième loi de Kepler. Alors, donc, dans R', l'étude de P impose de considérer la force d'interaction gravitationnelle, bien sûr, mais aussi la force d'inertie d'entraînement, puisque R' est non galiléen. Toutefois, il n'y a pas d'accélération de Coriolis, puisque la planète étant immobile dans R', pas de vitesse relative de la planète dans R', et donc il n'y a pas d'accélération de Coriolis. Donc appliquons le principe fondamental de la dynamique sur la planète, donc toujours vous définissez bien le système et le référentiel. L'accélération de la planète est nulle dans le référentiel non galiléen, et on additionne la force de gravitation à la force d'inertie d'entraînement. La force de gravitation, on rappelle la formule ici. La force d'inertie d'entraînement, c'est moins la masse de la planète fois l'accélération d'entraînement, et on se souvient que l'accélération d'entraînement, dans le cas d'un référentiel non galiléen en rotation uniforme autour d'un axe fixe par rapport à un référentiel galiléen, c'est moins oméga carré hm. Alors ici, le point qu'on utilise, c'est pas m, c'est p, et h, c'est le projeté orthogonal de P sur l'axe de rotation, mais l'axe de rotation ici, c'est cet axe-ci qui vient vers nous, d'accord? Donc la projection de P sur l'axe de rotation, bah, c'est directement E, et donc on fait apparaître le vecteur en fait EP qui vaut aussi le rayon, la distance EP portée par ER. Donc RPER, c'est le vecteur EP, et quand on écrit ça, et qu'on sait que la vitesse de rotation c'est aussi 2π sur la période de rotation, eh bien on trouve rapidement la troisième loi de Kepler, Tp carré sur R3 égale 4π carré sur GME, qui est une constante pour une étoile donnée, c'est-à-dire que toutes les planètes en rotation autour de cette étoile vont avoir le même rapport T carré sur R3, avec T la période de rotation, et R le rayon de l'orbite. Alors ça peut s'étendre pour une trajectoire elliptique en remplaçant R par A, le demi-grand axe de l'ellipse formé. Alors, vous voyez, c'est pas la démonstration du cours, et on a essayé ici de comprendre qu'on n'allait pas se mettre dans le référentiel de l'étoile, comme ce qu'on fait habituellement pour démontrer la troisième loi de Kepler, mais dans le référentiel de la planète. Bon, bien entendu, si vous n'avez pas compris qu'il fallait se mettre dans le référentiel de la planète et que vous vous mettez dans le référentiel de l'étoile, vous aurez quand même des points, puisque vous aurez démontré la troisième loi de Kepler, mais peut-être pas l'intégralité de ce qui est attendu à cette question. Alors, à partir de cette expression, on nous demande de faire une application numérique et de trouver la masse de la planète. On trouve, en utilisant 1,59 10 puissance 24 kg, et on nous demande de discuter si on peut envisager pour cette planète une structure comparable à celle de la Terre, c'est-à-dire qu'elle aurait une croûte et un manteau rocheux, ainsi qu'un noyau métallique dont la densité serait de l'ordre de 10. Alors pour ce genre de questions, on attend un peu d'initiative personnelle de votre part, il n'y a pas forcément qu'une seule manière de répondre. En revanche, il faut être clair dans votre démarche, c'est-à-dire vous expliquez bien ce que vous faites, si vous utilisez des symboles, vous les définissez, c'est un peu des questions type ouverte ou résolution de problème. C'est pas tellement le résultat qui intéresse que la démarche que vous mettez en œuvre, donc on fait des hypothèses, donc là on suppose que la planète voilà, a un noyau de rayon RP sur 10, c'est ce qui nous est proposé, et que RP sur 2, pardon, et que sa densité est de 10. Alors, par exemple, moi j'ai voulu calculer la masse du noyau, dans ce cas-là, en disant que c'était 4 tiers de pi fois le rayon du noyau, donc RP sur 2 au cube, donc RP cube sur 8, fois une densité de 10, donc c'est une masse volumique de 10 puissance 4 kg par mètre cube, et ça fait du 6,5 10 puissance 23 kg. Donc vous voyez, la planète fait une masse de 1,61024 kg, et en fait 6,5 10 puissance 23 kg sont dans le noyau, donc ce qui peut être intéressant, c'est de regarder la masse qui reste, elle est dans le manteau, et à quelle densité ça va correspondre pour le manteau. Donc pour calculer la densité du manteau, on peut prendre la masse du manteau, donc la masse de la planète moins la masse du noyau, et alors vous voyez, là c'est pas bien ce que j'ai fait, parce que j'ai changé ma notation, j'avais mis un M minuscule au début, et j'ai mis un M majuscule, donc là il faut être vigilant et mettre un M minuscule tout le temps. Donc la densité du manteau, c'est la masse du manteau, donc masse de la planète moins masse du noyau, sur le volume du manteau, qui est le volume total de la planète moins le volume du noyau, on trouve une densité de 2 pour la planète, pour le manteau de la planète. Or, si on faisait le même calcul pour la Terre, je ne l'ai pas représenté ici, mais la masse de la Terre, on la connaît, on peut calculer de la même manière la masse de son noyau, avec la même formule qu'ici, eh bien on trouverait une densité de 5 pour le manteau de la Terre, et donc ça ne peut pas être les mêmes roches qui constituent le manteau terrestre et le manteau de la planète, si on se place dans ces hypothèses. Donc, en tout cas, c'est pas exactement la même structure, et donc on peut répondre par la négative dans cette question.
Alors, maintenant qu'on a étudié la structure de la planète, on va s'intéresser au champ de pesanteur autour de cette planète et dans un premier temps au champ de gravitation. On nous demande de rappeler le théorème de Gauss. Alors le théorème de Gauss, ce qui est extrêmement important, c'est de dire qu'on a le flux de G, le champ de gravitation sur une surface fermée, donc ça, soit vous mettez bien un rond sur l'intégrale, soit vous le dites de manière textuelle. Et, si la notion de surface fermée n'apparaît pas, vous ne pouvez pas avoir les points pour l'énoncé du théorème de Gauss. Égale moins 4pi fois g m1 avec m1 la masse à l'intérieur de la surface de Gauss. N'hésitez pas à faire une formulation textuelle du théorème de Gauss en disant le flux du champ de gravitation sur une surface fermée est égal à moins 4pi fois g, la constante de gravitation universelle, fois la masse intérieure à la surface de Gauss. Au moins vous êtes sûr d'avoir tous les points. Si vous faites vous voulez mettre sous forme de formule, il faut préciser la signification de chacun des symboles. Donc une fois que c'est fait, alors attention à ne pas vous tromper sur le signe moins, ça a été remarqué dans le rapport de jury qu'il y avait des erreurs là-dessus. Après, bien, il suffit donc de trouver les symétries et les invariances de G. On s'intéresse donc à la cause, la distribution de masse. On s'aperçoit que quel que soit le point M auquel on s'intéresse dans le repère sphérique, MER-phi et MER-θ sont des plans de symétrie de la distribution de masse. On en déduit que le champ de gravitation est porté par ER, et de plus, comme on a invariance de la distribution de masse par rotation dans θ et phi, on a le champ de gravitation qui s'exprime sous la forme G de RER. Comme surface de Gauss, on va prendre une sphère de rayon, comme on s'intéresse au champ de gravitation à la surface de la planète, on va prendre le rayon égal à RP. Et en faisant ça, on trouve la démonstration classique, l'expression du champ de gravitation à la surface de l'astre. On nous demande une application numérique et on trouve un champ de gravitation de 4,03 mètres par seconde carré. Donc, vous voyez le rapport de jury. L'intégration doit se faire sur une surface fermée, ça doit être mentionné. Le terme de masse ne doit pas avoir d'erreur de signe. Et on vous dit que si vous avez un doute, vous pouvez repartir du théorème de Gauss en électrostatique, puis le transposer à la gravitation, c'est pas un problème. Le calcul numérique est trop souvent faux ou sans unité, ce qui est synonyme, c'est-à-dire que, enfin en tout cas, s'il est sans unité, il sera considéré comme faux. Donc attention à ça. Alors, ça, c'est le champ de gravitation, c'est-à-dire que en fait, voilà, vous avez une certaine planète qui a une certaine masse, et bien un objet qui est situé à sa surface va subir une force de gravitation qui sera sa masse, un objet de masse m, fois le champ de gravitation au niveau du point M, qu'on vient de calculer. Mais la force de gravitation et le champ de gravitation, le champ de gravitation, ce n'est pas le champ de pesanteur, et on nous demande justement de rappeler la différence entre les deux. Rappeler succinctement l'origine de la différence entre le champ de gravitation et l'accélération de la pesanteur. Et bien la différence réside dans le fait que l'accélération de la pesanteur prend en compte le champ de gravitation, mais aussi l'accélération d'entraînement due à la rotation de la planète, puisque le référentiel de la planète, donc par exemple le référentiel terrestre, si on était sur Terre, n'est pas galiléen, et vous savez que la planète ici tourne autour de cet axe-là, et donc en plus de la force de gravitation, le point M va subir une force d'inertie d'entraînement, un point à la surface de l'astre, une force centrifuge qui va l'éloigner de l'axe de la planète, ce qui fait que la somme des deux, la somme de la force de gravitation plus de la force d'inertie d'entraînement, eh bien, n'est pas égale à la force de gravitation. Elle est un petit peu plus faible et n'est pas exactement collinéaire à la force de gravitation. Alors bien sûr, ici j'ai grossi le trait. La force d'inertie d'entraînement, en fait, a une norme beaucoup plus petite, normalement. Et donc, pour quantifier ça, la force totale, ce qu'on appelle le poids, c'est la force de gravitation plus la force d'inertie d'entraînement, donc c'est la résultante des forces dans le référentiel non galiléen, et la force de gravitation, on a vu que c'était la masse fois le champ de gravitation. La force d'inertie d'entraînement, c'est moins la masse fois l'accélération d'entraînement. Le poids, c'est la masse fois le champ de pesanteur. Et on voit directement que quand on simplifie par la masse, on a cette équation qui apparaît. Attention à bien mettre un moins ici. Des fois on voit un plus parce qu'on a tendance à dire qu'on doit ajouter l'accélération d'entraînement. En fait, on doit la retrancher, on doit ajouter la force d'inertie d'entraînement, et donc ça revient à retrancher l'accélération d'entraînement. Comme on sait qu'on a une planète en rotation autour d'un axe fixe, on sait que l'accélération d'entraînement c'est moins oméga carré hm, avec h le projeté de m sur l'axe de rotation, et bien au pôle, on voit bien que h et m sont confondus. Si je me mets m est au niveau du pôle, on voit qu'il est confondu avec h, donc le vecteur hm est égal au vecteur nul, et on trouve un vecteur g qui est égal, un champ de pesanteur qui est égal au champ de gravitation qui vaut 4,03 mètres par seconde carré comme tout à l'heure. Mais par contre, si on se situe au niveau de l'équateur, donc dans ce cas-là, le point M est ici, le point H est ici, et bien on voit que le vecteur HM vaut RP, porté par le vecteur horizontal,
ici, que je peux appeler EX, et en fait la force de gravitation, elle aussi, elle est portée par le vecteur, je vais la dessiner en bleu, elle est portée aussi par le vecteur EX, ce qui fait que la somme des deux forces, la somme des deux accélérations revient en fait à soustraire la norme du champ de gravitation avec la norme de l'accélération d'entraînement, parce que les vecteurs sont collinéaires. Oméga, c'est 2π sur la période de rotation, et donc on trouve un champ de gravitation de 3,99 mètres par seconde carré, au niveau de l'équateur, qui est un peu inférieur au pôle. En effet, on est moins attiré par la Terre quand on est au niveau de l'équateur que quand on est au niveau du pôle, en raison de la force d'inertie d'entraînement. Alors on nous demande si, avec des dispositifs du laboratoire, du laboratoire de physique au lycée, on serait capable de mesurer cette différence. On peut pas se contenter de dire bah non parce que c'est trop faible. Il faut être un petit peu plus quantitatif dans sa justification. Déjà, il faut proposer une manière de faire. Alors on peut imaginer qu'on lâche une bille d'une certaine hauteur h et qu'on mesure le temps de chute. Si vous appliquez un principe fondamental de la dynamique, vous montrerez que le temps de chute est en racine de 2g sur h, et donc, si on prend le logarithme du temps de chute, par exemple, on s'aperçoit que c'est 1/2 de log de 2g sur h, et si on différencie, on s'aperçoit que d de t chute sur t chute égale 1/2 de dg sur g. Autrement dit, ici on a une variation relative de 1%. Entre 4,03 et 3,99, on est de l'ordre de 1% de variation relative de delta G sur G. Eh bien, il va falloir être capable de mesurer une variation relative de temps de chute de l'ordre de 0,5%. Autrement dit, si le temps de chute est de l'ordre d'une seconde, eh bien, il va falloir mesurer des variations de temps de chute de l'ordre de... donc si vous prenez 1% d'une seconde, ça fait 10 millisecondes, 0,5% ça fait 5 millisecondes. Ça risque d'être compliqué, à l'aide même des logiciels de pointage, donc a priori on n'arrivera pas à faire ça avec un pointage de chute libre. Vous voyez, donc il faut essayer de donner un petit argument sur la méthode que vous utiliseriez et la précision nécessaire de cette méthode. Donc ici ça semble pas possible. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors soit utiliser un accéléromètre avec une acquisition électronique, on pourrait peut-être gagner en sensibilité, soit un gravimètre. Alors on a des gravimètres à base de pendules inversées, donc des pendules inversées comme ça, qui sont, des pendules inversées comme ça, et pour lesquelles on a une force de rappel en fait, qui les fait revenir à leur position d'équilibre, et si on les règle bien, la mesure de la période d'oscillation de ce pendule inversé permet de gagner vraiment en sensibilité. Donc c'est des choses qui sont possibles, mais en tout cas, ça semble pas possible avec du matériel simple et immédiat, type chute libre. Alors attention à ne pas évoquer dans les autres moyens possibles le pendule de Foucault. On pourrait être tenté, parce que vous savez que le pendule de Foucault, c'est quelque chose qui met en évidence le caractère non galiléen du référentiel terrestre, mais le pendule de Foucault, il permet surtout de mettre en évidence l'accélération de Coriolis, puisque le pendule est en mouvement dans le référentiel terrestre. Or, c'est pas ce qu'on essaye de mettre en évidence, ici c'est pas l'accélération de Coriolis, ce qu'on essaye de montrer, c'est plutôt l'accélération d'entraînement, qui est responsable de l'écart des deux valeurs de G. Donc attention à ne pas faire de contresens sur le rôle de l'expérience de Foucault. Donc voilà pour cette question. Alors la question suivante est une question de cours pur, puisqu'elle nous demande de trouver la vitesse de libération d'un corps qui serait placé sur la planète. Alors, la vitesse de libération, pour la trouver, on fait une approche énergétique. On rappelle que pour un corps soumis à la gravitation, l'énergie mécanique, c'est 1/2 de mv², son énergie cinétique, plus l'énergie potentielle associée au champ de gravitation, qui est moins g, fois le produit des masses, donc de la planète et du corps considéré, sur le r, la distance entre le corps et le centre de la planète. Alors, on sait que cette énergie se conserve, et on sait que quand on est dans les mouvements avec la force de gravitation, on peut introduire une notion d'énergie potentielle effective, qui a cette allure-là, et donc ça c'est l'énergie potentielle effective en fonction de R, et on sait que toutes les zones accessibles par la planète sont les zones pour lesquelles l'énergie potentielle effective est inférieure à l'énergie mécanique. Donc ça peut être intéressant de représenter l'énergie mécanique. Si on a une énergie mécanique négative, on sait que toutes les zones accessibles par la planète sont les valeurs de R, comprises entre ces deux limites, R min et R max ici, et donc dans ce cas-là, on a une trajectoire elliptique, on a un mouvement lié. Si on veut que la planète se libère de son astre, il faut qu'on soit dans un état de diffusion, et le cas limite, c'est quand l'énergie
devient juste supérieur ou égal à 0, on s'aperçoit que alors R peut tendre vers l'infini, puisque toutes les valeurs de R allant d'ici à l'infini correspondent à une énergie potentielle effective inférieure à 0. Alors, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que finalement, un état lié, lorsqu'on étudie des systèmes soumis à la force de gravitation, ça correspond à une énergie mécanique nulle. Enfin, en tout cas, l'énergie mécanique minimale à avoir. Pardon, j'ai dit un état lié, pour un état de diffusion. Excusez-moi, donc je recommence. Pour un état de diffusion, l'énergie mécanique à avoir, minimale, c'est 0. Si on a une énergie mécanique supérieure ou égale à 0, alors on sait que le corps va pouvoir se libérer de sa planète et être dans un état de diffusion, et non dans un état lié comme la trajectoire elliptique ou circulaire. Donc c'est ce qu'on va écrire. On écrit qu'à un instant quelconque, enfin en tout cas à l'instant initial, l'énergie de notre planète mécanique, c'est 1/2 de m fois sa vitesse initiale au carré, moins son énergie, enfin plus son énergie potentielle, donc moins j'ai mpm sur r, avec r égale le rayon de la planète, puisqu'au début, votre particule est ici. Donc son énergie mécanique initiale, c'est 1/2 de m fois la vitesse initiale au carré, moins g mp sur rp fois m. Eh bien, on va dire que comme l'énergie mécanique se conserve, on va dire que ça doit être supérieur ou égal à 0 pour être dans un état de diffusion, et on peut directement isoler la vitesse initiale, qui doit être supérieure ou égale à la racine de 2gmp sur rp, et ça, c'est ce qu'on appelle la vitesse de libération. Cette vitesse de libération, elle est de l'ordre de 6,3 km par seconde avec les applications numériques qu'on nous propose ici. Sur Terre, elle est de 11 km par seconde. Donc voilà cette démonstration ultra classique, vous devez savoir calculer rapidement la vitesse de libération d'un satellite. Ça c'est une démonstration de cours de première année. Donc on nous dit que nombre de candidats font une démonstration sans poser le cadre de cette dernière, voilà, il faut quand même donner les arguments, il faut expliquer pourquoi l'énergie mécanique doit être nulle, enfin faut dire un certain nombre de choses. Il faut introduire un calcul et conclure. Il ne s'agit pas juste de poser une équation sur le papier, l'application numérique fait un point d'écueil pour beaucoup de candidats. Donc voilà le rapport de jury sur... Alors dans la question suivante, on nous demande d'analyser la figure 1. Alors dans la figure 1, en fait, on voit pour plusieurs gaz parfaits, donc repérés par des masses molaires différentes, la distribution de probabilité de la norme de la vitesse. C'est-à-dire que eh bien, les molécules du gaz vont à une certaine vitesse, et la probabilité que la vitesse soit autour, ici par exemple, un petit peu inférieure à 0,5 km par seconde, eh bien elle est maximale pour ce gaz-là, alors que ce gaz-là, la vitesse la plus probable qu'on va rencontrer est plutôt autour de 1 km par seconde. Et donc on nous demande si les gaz de l'atmosphère de la planète T peuvent être plus ou moins constitués des mêmes molécules que les gaz qu'on rencontre dans l'atmosphère de la Terre. Alors déjà, pour répondre à cette question, il faut dire quels sont les gaz qu'on rencontre dans l'atmosphère terrestre. Alors, attention à ne pas faire de contresens, le plus important des gaz qu'on rencontre sur la surface terrestre, c'est le diazote. C'est pas l'azote, c'est vraiment le diazote, et c'est pas le dioxygène non plus, donc le diazote pour l'ordre de 80%, et le dioxygène pour de l'ordre de 20%. Alors après, il y a des résidus d'autres gaz, le troisième, c'est pas le dioxyde de carbone, hein, c'est ce qu'on voit des fois dans certaines copies, souvent on cite plutôt l'argon et d'autres gaz derrière, mais essentiellement dioxygène, diazote, 20% de dioxygène, 80% de diazote, grosso modo. Et la masse molaire moyenne de l'atmosphère, on le fait quand on fait la démonstration de la relation de la statique des fluides, par exemple, c'est autour de 29 grammes par mol. Donc on se situerait sur une courbe qui est, pour l'air, voilà, des courbes qui ressemblent à celles entre 32 grammes par mol et 18 grammes par mol, qui ont des maximums de vitesse, de probabilité autour de 0,5 km par seconde. Alors est-ce que ces gaz seraient retenus par la planète? Eh bien on voit que ces vitesses sont bien inférieures à la vitesse de libération qu'on a trouvée dans la question précédente, et qui était de 6 km par seconde. Donc vous voyez que la distribution des vitesses pour une masse molaire autour de 29 grammes par mol est entre 0 et 1 km par seconde, avec un maximum entre 0,4 et 0,5 km par seconde, qui est bien inférieur à la vitesse de libération, ça veut dire la vitesse nécessaire pour un corps pour s'extraire de la gravitation, pour s'extraire du champ de pesanteur, enfin du champ de gravitation de la planète, pardon. Et donc, a priori, vu que les vitesses sont inférieures à la vitesse de libération, eh bien, les gaz vont rester autour de la planète et vont pouvoir constituer une atmosphère. Donc, il est imaginable que la planète puisse retenir une atmosphère avec des espèces similaires à celles de la Terre. Voilà ce qui est attendu ici. Alors justement, on nous demande de retrouver l'expression de ce qu'on appelle la vitesse quadratique moyenne des molécules dans un gaz de masse molaire m et à la température T. Alors pour faire ça, on va utiliser le théorème d'équipartition. Alors on nous dit que on va s'intéresser en fait ici à un gaz monoatomique, donc
sa vitesse peut être décomposée comme sa vitesse au carré, c'est Vx carré plus Vy carré plus Vz carré, ce qui me permet d'avoir l'expression de son énergie cinétique moyenne. Si c'est un gaz parfait, il n'y a pas d'énergie potentielle, puisqu'on néglige les interactions entre les molécules. Et donc l'énergie cinétique moyenne est aussi l'énergie moyenne de la particule, et en appliquant le théorème d'équipartition pour un système qui est en équilibre thermique, on attribue 1/2 de kBt à chaque terme quadratique au niveau de l'énergie moyenne, et donc on trouve que l'énergie cinétique moyenne est égale à 3/2 de kBt, qui est aussi égal à 1/2 de m fois la vitesse, la vitesse carrée, la moyenne de la vitesse carrée. Et ça nous permet de trouver la vitesse quadratique moyenne, racine de la moyenne de v carré, qui vaut 3RT sur m. On rappelle que le petit m ici, qui apparaît, ça c'est une source d'erreur classique, c'est la masse d'une particule. Et donc si c'est la masse d'une particule, c'est la masse d'une mole de particule divisé par le nombre de particules dans une mole, le nombre d'Avogadro. Donc attention à ça. Et on voit apparaître la constante Kb fois Na, qui est la constante des gaz parfaits R. On trouve une valeur de 475 mètres par seconde, et on vous dit que finalement le maximum qu'on trouvait sur les courbes était représentait environ 80% de la vitesse quadratique moyenne, et si on revient voir sur les courbes, on voit que c'est cohérent. Donc voilà pour cette première partie qui était constituée essentiellement de questions proches du cours, et qui était constituée de 7 questions sur un sujet de 24 questions. Donc si déjà ces 7 questions-là étaient bien traitées, on pouvait s'assurer déjà une première partie de note honorable, et puis on verra que dans le sujet, il y a d'autres parties qui étaient largement abordables et qui seraient intéressantes de regarder aussi.